Débat de France 24. Nous sommes depuis ce matin 7 milliards d'hommes à peupler la Terre. En 2050, nous devrions être plus de 9 milliards. La planète se peuple donc de plus en plus, mais pour autant, elle n'est pas extensible. A-t-elle les moyens aujourd'hui de nourrir tout ce monde? On rappelle quand même que 1 milliard de personnes ne mangent pas à leur faim. Alors incontestablement, il va falloir revoir notre agriculture, nos moyens de produire, notamment dans les pays développés, industrialisés. Mais comment allons-nous vivre et consommer différemment? Eh bien, c'est la question, ce sont les questions que nous poserons à nos invités ce soir. Je vous les présente tout de suite. Sylvie Brunel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe, économiste, ancienne présidente d'Action contre la faim et auteur de cet ouvrage, Géographie amoureuse du monde, et c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Gérard François Dumont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à la Sorbonne, président de la revue Population et Avenir, qu'on va tout de suite découvrir à l'antenne. Gilles Pizon, bonsoir. Vous êtes démocrate démocrate aussi. À l'INED, l'Institut national d'études démographiques, auteur de l'Atlas de la population mondiale. Faut-il craindre la croissance démographique et le vieillissement? Et c'est aux éditions Autrement. Et puis avec nous en direct de New York, Olivier De Schutter, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation. Alors avant de commencer ce débat, on va revenir tout de suite en images, si vous le voulez bien, sur les défis de la démographie. Tout de suite les précisions avec Claire Bonichot. Danica, cette petite Philippine a été saluée à Manille comme le 7 milliardième être humain, une naissance symbolique que revendiquent plusieurs pays. Un symbole qui prend tout son sens en Asie, là où 4,2 milliards d'habitants se concentrent. Aujourd'hui, la Chine, malgré sa politique de l'enfant unique, est le pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d'habitants. Mais en 2025, l'Inde devrait la dépasser. L'Inde doit se préparer à l'avenir. L'urbanisation va augmenter, les migrations vont augmenter parce qu'il y aura moins d'habitants dans les zones rurales et qu'ils vont rejoindre les villes. Selon l'ONU, la population mondiale doit continuer à augmenter pour se stabiliser à plus de 10 milliards d'ici la fin du siècle. Le Nigeria devrait être alors le 3e pays le plus peuplé. En Afrique subsaharienne, la population de 700 millions en 2000 devrait atteindre 3,4 milliards dans un siècle. Avec cette croissance démographique, les défis sont énormes. Pour nourrir tout le monde, par exemple, il faudra accroître les terres cultivables de 50% en 2030 et de 70% en 2050 selon les experts, avec le risque de dommages irréversibles sur l'environnement. Un meilleur partage des richesses sera aussi nécessaire. Sylvie Brunel, on est aujourd'hui 7 milliards d'humains sur Terre. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce chiffre, 7 milliards? Il ne faut pas plus s'inquiéter de 7 milliards que Malthus s'inquiétait du milliard. La question, c'est de quelle technique disposons-nous pour nourrir cette humanité? La Terre n'est pas surpeuplée, ça ne veut rien dire le surpeuplement. Le surpeuplement, ça dépend de comment vous occupez la Terre. Qu'est-ce que vous faites sur la Terre? Vous pouvez être surpeuplé à 3 habitants au kilomètre carré et pas surpeuplé à 1000 habitants au kilomètre carré. Si vous êtes chasseur, on est tout de suite surpeuplé. Si vous faites de la riziculture ou du maïs, vous n'êtes pas surpeuplé. Donc il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut mettre en œuvre des politiques de soutien à la production agricole, de protection de l'environnement, de développement durable. Gilles Pizon, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette croissance démographique? Sylvie Brunel nous dit que non, mais qu'il va falloir changer nos méthodes, il faut nos manières de vivre. Que si la population mondiale s'accroît, elle le fait à un rythme qui décélère d'année en année. La population mondiale a connu un taux d'accroissement maximal il y a 50 ans. Elle augmentait de 2% par an. Aujourd'hui, le taux d'accroissement est 2 fois moindre, plus de 1% par an, et il décélère d'année en année. Donc on sera sûrement plus nombreux en 2050, voire en 2100, mais probablement qu'à cet horizon-là, la population mondiale ne croîtra plus guère. Alors elle pourrait se stabiliser, voire augmenter légèrement, voire éventuellement diminuer. Donc la période de croissance rapide de l'humanité, qui a commencé il y a 2 siècles, quand on était 1 milliard, et qui a amené la population à 7 milliards, elle est en voie de se terminer. Cela dit, en démographie, il y a une inertie, et donc d'ici là que la stabilisation soit présente, la population probablement croîtra encore de 1 à 4 milliards d'ici un siècle. Mais comment expliquer qu'on arrive justement à une stabilisation de la population?
eh bien, les familles, de plus en plus sur la planète, limitent leur naissance. Les femmes ont en moyenne 2 enfants et demi chacune à l'échelle mondiale. C'était le double, 5 enfants, il y a 50 ans. Et la tendance se poursuit d'année en année. Alors, on verra que cette moyenne, elle recouvre de grandes variations selon les pays et les régions. Et donc, le gros de l'accroissement démographique, il va avoir lieu dans certaines régions du monde, pas dans toutes. Gérard François Dumont, l'accroissement démographique va avoir lieu dans certaines régions du monde et souvent dans des régions pauvres. C'est ça peut-être le problème aussi aujourd'hui. La réalité n'est pas tout à fait celle-ci. Si l'humanité est arrivée à 7 milliards, c'est en raison des progrès qu'elle a réalisés au cours des 2 derniers siècles. Je rappelle les 4 grands progrès: progrès en matière alimentaire, progrès en matière médicale, progrès en matière hygiénique et progrès en matière économique, c'est-à-dire une moindre pénibilité du travail. Grâce à la combinaison de ces 4 progrès, l'espérance de vie a considérablement augmenté. Je rappelle qu'il y a un peu plus de 2 siècles, l'espérance de vie à la naissance était de 25 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie peut dépasser 85 ans dans certains pays. Donc, à partir du moment où chacun d'entre nous reste plus longtemps en moyenne locataire sur cette terre, à tout moment, nous sommes plus nombreux. Donc, ce sont les progrès réalisés par l'humanité qui expliquent cette croissance démographique. Mais cette croissance démographique, effectivement, elle s'adapte aux évolutions de la mortalité. Et on voit très bien que les populations adaptent leur comportement de fécondité à la baisse quand la mortalité infantile est suffisamment abaissée, quand la mortalité maternelle, c'est-à-dire la mortalité des femmes en couche ou par suite de couche, est suffisamment abaissée, et quand la mortalité des enfants et des adolescents devient très faible. Donc la priorité des priorités, c'est l'investissement sanitaire. Et nous le voyons bien par de nombreux exemples. Prenez le cas du Maghreb. Quel est le pays du Maghreb où la transition démographique, ce qu'on appelle la transition démographique, a évolué le plus vite, où la fécondité. Ce qu'on appelle la transition démographique, c'est la période historique pendant laquelle un pays passe d'une mortalité très élevée et d'une natalité très élevée pour compenser cette mortalité très élevée à une période historique où la mortalité est considérablement abaissée. Je rappelle simplement un chiffre. Il y a 2 siècles, sur 4 enfants qui naissaient, 1 décédait avant d'atteindre l'âge de 1 an. Aujourd'hui, nous en sommes à moins de 1 sur 10. Donc on a fait des progrès hygiéniques et sanitaires qui ont diminué la mortalité des bébés. Donc cette transition démographique, si je considère les pays du Maghreb, où a-t-elle le plus avancé? C'est en Tunisie. Quel est le pays du Maghreb qui a le plus investi en matière sanitaire dans la protection maternelle et infantile? C'est également la Tunisie. Donc c'est un élément tout à fait essentiel à bien retenir. Alors pour l'avenir, nous sommes, comme l'a très bien dit Gilles Pizan, en décélération. Cette décélération, elle se symbolise par le fait qu'il y a 50 ans, les femmes avaient dans le monde en moyenne 5 enfants. Aujourd'hui, nous en sommes à 2,5. Donc une division de moitié de la fécondité en un demi-siècle, pardon, excusez-moi. Et pour l'avenir, moi je dis que l'avenir n'est pas écrit. D'abord, les 7 milliards, il y a un côté évidemment symbolique. Il faut rappeler quand même que 25% des naissances dans le monde aujourd'hui ne donnent pas lieu à une déclaration à l'état civil. Dans beaucoup de pays où la situation administrative n'est pas suffisamment organisée. Donc le 7 milliards, c'est un ordre de grandeur. C'est un chiffre symbolique. Voilà, c'est un chiffre symbolique. Évidemment, c'est pas arrivé aujourd'hui, parce que personne ne peut savoir ce qu'il en est. Et en plus, c'est bien un ordre de grandeur, c'est-à-dire ça peut être 6 milliards 7, ça peut être 7 milliards 3. Pour l'avenir, qu'en est-il? Eh bien, l'avenir, il dépendra de ce que sera capable de faire l'humanité. Est-ce que l'humanité sera capable de continuer à faire des progrès en matière d'espérance de vie, auquel cas, effectivement, la population augmentera, ou au contraire, est-ce qu'il y aura des régressions parce qu'il y aura des mauvaises gouvernances? Je vous rappelle que pour les dernières décennies, il y a eu des régressions dans des pays qui ont connu des guerres civiles, pensez au Libéria, pensez au Sierra Leone. Nous avons eu des régressions dans des pays qui ont une très mauvaise gouvernance, comme le Zimbabwe, avec une baisse de l'espérance de vie. Et puis, bien sûr, dans des pays qui ont mal lutté contre l'épidémie de sida, comme l'Afrique du Sud, où nous avions un gouvernement qui ne voulait pas prendre des mesures nécessaires. Olivier de Schutter, je vais vous donner la parole. Vous êtes rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation. Alors, je vais vous poser à vous également cette question. Est-ce que vous êtes inquiet de ce chiffre de 7 milliards autour de cette table? En tout cas, ils ne le sont pas. Mais est-ce que vous êtes inquiet lorsqu'on le sait quand même que 1 million de personnes, 1 milliard, pardonnez-moi, de personnes aujourd'hui meurent de faim dans le monde? Ou souffrent de la faim dans le monde? D'abord, si nous avons aujourd'hui 1 milliard de personnes qui ont faim,
ce n'est pas parce que nous sommes trop nombreux et que nous n'avons pas les moyens de les nourrir. La vraie raison, c'est qu'elles sont pauvres et que leur pouvoir d'achat est insuffisant à acheter la nourriture qui est disponible sur les marchés et que l'on produit. Cela étant dit, même si le problème principal de la faim est un problème de pauvreté aujourd'hui, et notamment d'appauvrissement des campagnes dans lesquelles on n'a pas suffisamment investi au cours des 30 dernières années, je crois que la question démographique est indissociable de la question de l'épuisement des ressources naturelles. Nous sommes en train de manger notre capital naturel et chaque année, si vous voulez, la date à laquelle nous sommes en train d'entamer ce capital, au lieu de n'en utiliser que les intérêts, cette date se rapproche. C'est-à-dire que nous sommes en train de développer non pas seulement une population mondiale, mais aussi un type de consommation, un type de civilisation qui consomme plus de ressources naturelles que celles-ci ne parviennent à se renouveler. Et ceci est véritablement un problème. Alors, que faire? Moi, je crois qu'il faut vraiment réfléchir dans 3 directions, en plus des directions qui ont été évoquées par notamment Gérard François Dumont et Gilles Pizon. Premièrement, il faut investir dans l'éducation des femmes pour qu'elles puissent dire non, pour qu'elles se marient plus tard et pour qu'elles aient moins d'enfants. Deuxièmement, il faut investir dans des systèmes de sécurité sociale. Rappelons tout de même que là où la natalité est très forte, dans les pays les plus pauvres, c'est souvent parce que les adultes souhaitent protéger leurs vieux jours et s'assurer d'une descendance qui puisse, au fond, les aider lorsqu'ils ne seront plus capables de subvenir à leurs propres besoins. Avoir des systèmes de sécurité sociale performants qui protègent, rassurent les personnes quant au fait qu'elles seront assistées par la société au lieu de devoir dépendre de leurs proches, c'est une manière de réduire l'incitant à avoir beaucoup d'enfants, qui sont une manière d'assurance vie en réalité pour ces personnes. Et puis, troisièmement, il faut investir dans des manières de produire de la nourriture qui sont plus efficientes dans l'utilisation que l'on fait des ressources. Aujourd'hui, l'on a des investissements dans l'agriculture qui économisent le travail, qui mécanisent la production, qui sont, je dirais, adaptés aux exigences des marchés internationaux et des marchés d'exportation, mais qui ne sont pas efficients dans l'utilisation qu'ils font de la terre, de l'eau, des plantes que nous avons à notre disposition. Il faut donc investir dans une agriculture plus intensive du point de vue écologique et qui, même si elle peut être plus intensive en main-d'œuvre, sera de nature à répondre à ce défi que pose une croissance démographique qui, certes, est en décélération, mais qui continue et qui va continuer encore dans les 50 années qui viennent. On va en parler des défis agricoles, mais à vous entendre, Olivier de Schutter, il faut donc qu'il y ait des politiques, moins d'enfants, finalement, si on l'entend. Est-ce qu'il va falloir, Sylvie Brunel, encourager à limiter le nombre de naissances ? Vous savez, le meilleur contraceptif, c'est le développement. C'est-à-dire que quand le niveau de vie d'un pays s'élève, c'est ce qui s'est passé en Tunisie, les femmes, si elles ont la chance d'aller à l'école, si elles ont la chance d'avoir accès au planning familial, d'elles-mêmes limitent le nombre de leurs enfants. Et c'est particulièrement vrai dans les villes, parce que l'enfant est un atout dans les campagnes, parce qu'il apporte une force de travail, parce qu'il est une assurance pour les vieux jours. Dans les villes, c'est un coût. Il faut l'envoyer à l'école. Les logements sont plus exigus. Et les familles, dans les villes, par exemple en Afrique, parce que la grande incertitude pour demain, c'est le continent africain. Le continent africain aujourd'hui a 1 milliard d'habitants. Et en fonction de la façon dont l'Afrique évoluera... 1 sur 7 se trouve, je crois, oui, aujourd'hui. C'est un peu moins de... Oui, c'est ça. Et dans un siècle, ça sera 1 sur 3, un habitant sur 3 non, qui sera... 1 sur 3. L'Afrique... C'est si les scénarios et les hypothèses de l'hypothèse moyenne des Nations Unies se réalisent. Voilà, alors, si l'hypothèse, dans le cadre des estimations des Nations Unies. À un siècle, c'est le résultat de calcul. Et donc, c'est pas complètement faux. C'est ce qu'annonce la poursuite des tendances d'aujourd'hui. Oui. Je vous laisse En 1970, on disait que le monde compterait 70 milliards d'habitants en 2000, vous voyez, et finalement, il en a non, moins. Non, on n'a jamais dit ça. On annonçait justement 6 milliards en l'an 2000 et on l'a annoncé 50 ans à l'avance. Les Nations Unies ont annoncé. Oui. Donc ça, c'est un grand succès des projections des démographes. Oui, mais pour la suite, c'est impossible. Pour la suite, c'est incertain. On est d'accord. Vous savez, dans les villes africaines, les familles ont beaucoup moins d'enfants que dans les campagnes et on se rend compte que dans un certain nombre de pays où le niveau de vie s'améliore, la transition démographique dont parlait Gérard François Dumont est extrêmement rapide. Chez nous, elle a pris plus d'1 siècle et demi et dans ces pays-là, elle peut prendre moins d'1 génération. Donc,
Nous sommes dans l'ère des incertitudes. La grande question, c'est est-ce qu'on est surpeuplé? Non, on n'est pas surpeuplé. Il existe des réserves de production. Et tout à l'heure, vous disiez dans le reportage qu'il fallait augmenter les terres cultivables. Ce n'est pas les terres cultivables qu'il faut augmenter. Au XXe siècle, on a multiplié par 4 les rendements sans augmenter les terres cultivables, justement parce qu'on est passé à l'irrigation, parce qu'on est passé à des systèmes plus intensifs. Aujourd'hui, le défi, Olivier de Schutter l'a rappelé, c'est à la fois produire plus sans étendre ces terres, même s'il reste des réserves de terre, sans toucher aux forêts, sans toucher aux zones protégées. En Afrique, par exemple, s'il y a la ruée sur les terres africaines, c'est parce qu'il y a énormément de terres cultivables encore. Et surtout, les rendements africains sont très faibles, ils sont de moins d'1 tonne à l'hectare. En France, nous sommes à 7 tonnes. Donc vous voyez, les marges de progression pour nourrir le monde sont extrêmement importantes, mais il faut investir dans l'agriculture, parce que sinon les gens quittent les campagnes, vont grossir les villes. Il y a 50 millions de personnes qui quittent les campagnes chaque année. Et pour ça, il faut qu'il y ait 3 conditions qui soient réunies. La paix, parce que dans les pays en guerre, eh bien, on a faim. Il y a des crises alimentaires, il y a de la malnutrition. On le voit en Somalie, notamment. Il faut la maîtrise de l'eau. C'est très important, la maîtrise de l'eau. Ça peut être les pluies, mais ça peut être l'irrigation aussi. Et puis, il faut les prix. Parce que quand les agriculteurs, et Olivier de Schutter le disait, n'ont pas les moyens, ne sont pas rémunérés pour leur travail. Quand les gens dans les villes n'ont pas les moyens d'acheter de la nourriture parce qu'ils n'ont pas de revenus, eh bien la faim reste très importante. Mais ce n'est pas une fatalité. En 1970, il y avait 1/3 de la population des pays en développement qui souffrait de la faim. Aujourd'hui, c'est 17%. Ça veut dire qu'on a divisé le pourcentage par 2, même si le nombre est resté le même. Vous voyez, donc il ne faut pas se décourager. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais si on fait trop de catastrophes... Vous voulez dire que la planète peut nourrir 7 milliards d'hommes, mais il faut changer notre... ou 10 milliards, mais il faut changer nos modes de vie. On va en parler tout à l'heure. Il faut changer aussi le système agricole. Il faut investir dans l'agriculture, c'est très important. Des politiques aux réalités locales. C'est quelque chose de très important parce que d'abord la situation climatique des pays peut être extrêmement différente et leurs évolutions démographiques différentes. Il faut quand même dire qu'il y a un certain nombre de pays dans le monde dont la population diminue. C'est le cas du Japon, c'est le cas de la République tchèque, c'est le cas de la Russie, c'est le cas de l'Allemagne. Donc les situations sont contrastées. En fait, la population mondiale est un sorte de concept qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que pour calculer ce chiffre de 7 milliards, on additionne les populations des différents pays. Alors, prenons un exemple. Je vais prendre 2 pays que j'additionne pour le même montant, parce qu'ils ont chacun environ 10 millions d'habitants, la Guinée-Conakry et la République tchèque. En réalité, ce sont 2 populations complètement différentes. Leur taux de natalité, leur taux de mortalité, leur espérance de vie à la naissance, leur taux de mortalité infantile, tout est différent entre ces 2 pays. Donc la réalité démographique, c'est localement qu'il faut la gérer, parce que les situations sont extrêmement contrastées. Même lorsqu'on parle de l'Afrique, que de différences entre le Gabon, qui a une très faible densité, et le Rwanda, qui a une densité très importante. Il n'est pas d'accord, Gilles Pizon. Oui, que la population mondiale, c'est un concept qui n'a pas de sens. Depuis qu'on compte, que chaque humain compte pour 1, et qu'on réalise qu'on est sur une seule planète tous ensemble, et bien justement, ça a du sens. Alors, que les évolutions démographiques aient lieu dans des calendriers différents dans les différentes régions du monde, oui, mais cela dit, on voit bien depuis 2 siècles que toutes les sociétés, tous les pays connaissent des évolutions similaires, et si la situation en Guinée est si différente qu'en République tchèque, c'est simplement parce que les évolutions ont commencé plus tard, mais on imagine bien qu'en Afrique aussi, on va vers la famille de petite taille, on va vers une espérance de vie élevée et avec des conditions de vie bien sûr qui sont améliorées. Alors il y a quand même un défi, on va peut-être en parler un petit peu plus tard si vous voulez, c'est les taux d'accroissement de la population qui peuvent aller jusqu'à près de 4% dans certains pays africains, et là on peut en discuter. On va y revenir dans la deuxième partie de notre débat. On va faire, si vous voulez bien, une pause. On va se retrouver dans un instant pour ce débat donc consacré ce soir à ces 7 milliards d'humains qui peuplent aujourd'hui la Terre. Je vous rappelle que nous serons normalement, selon les prévisions de l'ONU, 9 milliards en 2050 en moyenne. Alors la planète a-t-elle les moyens de nourrir ces hommes? Sylvie Brunel nous disait que oui, mais qu'il allait falloir peut-être revoir nos modes de vie et notre système agricole. On va en parler dans un instant avec nos invités. À tout de suite.